Je me présente, je suis docteur Chouteli Intissar, je suis pharmacienne assistante en chimie thérapeutique et j'exerce au niveau du CHU de Bab-el-Oued comme étant la chef d'unité du laboratoire des préparations pharmaceutiques au niveau de la pharmacie centrale. Et aujourd'hui, on va parler des préparations magistrales qui sont utilisées pour l'adaptation de posologie. Donc, on va voir les préparations magistrales, on va voir le pourquoi et le comment de l'adaptation de posologie, et on va passer vers la réduction de dose par le reconditionnement de spécialités pharmaceutiques commerciales. Donc, comme vous savez, les préparations pharmaceutiques, que ce soit les préparations magistrales, hospitalières ou officinales, elles occupent actuellement une part très marginale dans l'activité des pharmacies d'officine et aussi des pharmacies au niveau de l'hôpital, bien sûr au profit des médicaments fabriqués industriellement et qui sont disponibles à large échelle. Mais quand même, les médecins, ils doivent avoir recours à la réalisation et à la demander de faire des préparations pharmaceutiques pour satisfaire des besoins spécifiques de certains patients dans certaines situations pathologiques et par rapport à la population de patients traités. Donc, l'objectif est essentiellement de faire le tour de la question à travers les notions théoriques concernant l'adaptation de posologie et les préparations magistrales et on va essayer de voir les aspects techniques de la réalisation de ces préparations à travers le partage de notre expérience, de l'expérience du laboratoire des préparations pharmaceutiques au niveau du CHU de Bab-el-Oued. Donc, comme vous savez, les préparations pharmaceutiques, que ce soit magistrales, officinales ou hospitalières, elles sont considérées comme étant des médicaments au vu de la loi algérienne où on retrouve les définitions de ces préparations-là. Donc, ça permet de baliser en quelque sorte l'activité des préparations pharmaceutiques. Donc, pour ce qui est des préparations magistrales, qui est notre sujet aujourd'hui, donc elles sont définies comme étant tout médicament préparé extemporanément. Donc, préparé extemporanément, ça veut dire que ces préparations-là ne doivent pas être préparées à l'avance, stockées puis dispensées ultérieurement. C'est essentiellement par rapport à leur stabilité qui n'est pas forcément documentée. Aussi, en réponse à une prescription médicale, donc, ce qui veut dire que la formule, elle est indiquée par le médecin traitant, donc elle n'est pas établie par le pharmacien. Donc, le pharmacien, il a un regard beaucoup plus technique et aussi de validation de la préparation et non pas un regard d'établir la formule. Donc, ces prescriptions-là, elles sont destinées nominativement à un patient donné, et non pas à un groupe de patients. En raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, donc par rapport à la disponibilité, ça veut dire ou bien qu'il n'y a pas un médicament qui est fabriqué industriellement et qui a une autorisation de mise sur le marché qui permet de répondre aux besoins thérapeutiques du patient, donc le médicament n'existe pas, ou bien qu'il existe un médicament qui est commercialisé, mais qui est temporairement en rupture de stock. Donc à ce moment-là, on peut avoir recours à la préparation magistrale. Par rapport à l'adaptation de ces médicaments-là, de ces préparations, donc c'est dans le cas où le médicament il est disponible, mais sa forme galénique ne permet pas une aisance dans l'administration du médicament. On retrouve ça essentiellement par rapport aux difficultés de déglutition qu'on retrouve chez la population pédiatrique, chez la population hospitalisée en réanimation, c'est-à-dire qu'ils ils sont intubés, etc. Aussi, lorsque la posologie personnalisée du patient en question, elle ne peut pas être réalisée par les médicaments qui sont commercialisés. On va voir certains cas pratiques. Donc, vous voyez ici que la réalisation de ces préparations-là et même la demande, la prescription médicale de ces préparations-là, elle vient comme alternative aux médicaments qui sont commercialisés, qui sont fabriqués industriellement, commercialisés, etc. Et non pas comme étant une solution qui vient en première intention. Et vous allez voir que ces aspects-là, ils vont être mis en pratique lors de la validation des demandes, des demandes ou des prescriptions des préparations magistrales au niveau des pharmacies. Donc, pourquoi on fait l'adaptation de posologie? Donc, l'adaptation de posologie est des situations pour lesquelles on peut être amené à réaliser des préparations magistrales. Donc, l'adaptation de posologie, donc essentiellement dans la majorité des cas, c'est pour adapter le traitement à des besoins spécifiques du patient et à son poids. Donc,
on a, bien sûr, comme vous le savez, la population pédiatrique qui est les principaux patients qui vont bénéficier de ces pratiques-là. Donc, comme vous savez, la population pédiatrique, c'est une population qui est très hétérogène en termes d'âge et de poids. Donc, ça va du nouveau-né jusqu'à l'âge adolescent. Le poids, il varie considérablement, surtout pendant les premiers mois de naissance, et aussi la réponse, les premiers mois plutôt après la naissance, et aussi la réponse au traitement, elle varie considérablement au fil du temps. C'est-à-dire que physiologiquement parlant, le nouveau-né et l'adolescent, ils ne vont pas avoir forcément la même réponse au traitement. Et c'est ce qui impose justement d'avoir une individualisation du traitement et aussi une individualisation des doses qui sont prescrites, que ce soit en termes de dose unitaire, c'est-à-dire la dose qui est prise en une seule fois, et aussi la posologie, le nombre de fois de prise. Des fois, la même dose qui est prescrite la même dose journalière qui est prescrite chez un adolescent, là, chez un nouveau-né, mais chez le nouveau-né, on va avoir recours à un fractionnement de la dose 2 fois par jour et non pas une seule fois par jour. Donc, à part la population pédiatrique, on a aussi d'autres situations pathologiques qui nécessitent justement de faire des adaptations de posologie. Donc, j'ai choisi de vous faire, de discuter avec vous le cas des antituberculeux. Donc, le traitement de la tuberculose, comme vous savez, c'est quelque chose d'impératif. Il ne faut pas laisser des patients tuberculeux sans traitement. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de situations où le médicament qui est commercialisé, ou les médicaments justement antituberculeux qui sont commercialisés, ils ne permettent pas de mettre en route le protocole thérapeutique dans certaines situations, essentiellement en cas de comorbidité. Donc, comme vous savez, les antituberculeux, ils ont une hépatotoxicité, une nephrotoxicité très importante. En général, les médecins, ils mettent en route le traitement antituberculeux avec les doses moyennes. Et lorsqu'il y a apparition d'effets hépatotoxiques, donc les recommandations disent qu'il faudra suspendre le traitement antituberculeux jusqu'à correction du bilan hépatique et ensuite on réintroduit les antituberculeux, mais non pas aux doses moyennes qui peuvent être administrées avec le médicament commercialisé, mais plutôt avec la dose minimale efficace. Bien sûr, la dose minimale efficace pour chacun des antituberculeux, elle dépend du poids. Et donc, pour chaque patient, on va avoir à administrer une dose bien personnalisée pour ce patient en particulier. Et c'est la raison pour laquelle on reçoit beaucoup de demandes de réduction de dose, d'adaptation de posologie pour les antituberculeux, essentiellement dans cette situation-là. Mais pas que. On a également l'apparition d'effets secondaires de type allergique qui sont dus aux antituberculeux, où les recommandations disent qu'il faudra arrêter le traitement et ensuite réintroduire le traitement antituberculeux avec des doses progressives jusqu'à atteindre la dose minimale efficace. Et donc, à ce moment-là, on va devoir les fractions de dose beaucoup plus petites par rapport à la dose minimale ou bien la dose moyenne pour pouvoir mettre en route ce traitement. Les antituberculeux, l'adaptation de posologie pour les antituberculeux, ça constitue une part très importante au niveau de notre laboratoire. Donc, il y a une demande très importante pour l'adaptation de posologie de ces molécules-là. Donc, on peut avoir également besoin de l'adaptation de posologie dans d'autres situations, essentiellement pour suppléer la rupture définitive ou temporaire d'approvisionnement d'un médicament. Donc, par exemple, nous avons été confrontés à une situation où des patients qui ont des maladies auto-immunes, qui sont mis sous prednisone, un corticoïde. Donc, comme vous savez, à l'arrêt de traitement, il faudra faire une diminution progressive des doses. Et cette diminution progressive, le schéma thérapeutique suivi, il nécessite de comprimés qui sont dosés à 1 mg de prednisone, le précortil, le cortencil. Et le problème, c'est que très souvent, on se retrouve dans des situations de rupture de stock en ces doses-là. Et à ce moment-là, donc, les médecins, ils nous demandent de leur faire des préparations de prednisone qui sont dosées à 1 mg voilà, pour pouvoir mettre en route ce protocole-là. On peut également faire une adaptation posologie pour prendre en charge des pathologies qui sont rares et qui sont dépourvues d'offres thérapeutiques sur le marché. Donc là aussi, notre laboratoire a été confronté à une situation où nous prenons en charge actuellement 2 patients qui présentent une maladie rare qui s'appelle la maladie de Brown-Villaletovan-Lahire. Donc c'est une maladie qui est due à un déficit en transporteur de la riboflavine, qui est la vitamine B2. Donc, cette maladie-là, elle nécessite l'administration de doses très importantes quotidiennement de riboflavine. Donc justement, il n'y a pas de médicaments sur le marché qui contiennent la riboflavine aux doses recommandées pour traiter ces patients-là. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de leur préparer des médicaments spécialement pour eux.
En l'absence des préparations magistrales, donc qui résoudent ce problème-là, les médecins ils vont être contraints à avoir recours à la méthode de dilution. Donc, c'est une méthode qui est très utilisée surtout par les pédiatres qui n'ont pas accès justement là, qui exercent dans des zones où il n'y a pas cette activité-là de réalisation de préparation magistrale. Donc, la méthode de dilution, elle consiste à faire quoi? Par exemple, si un patient nécessite d'avoir du furosémide à 8 mg une fois par jour pendant 30 jours, donc comment est-ce qu'on peut lui administrer ça? Donc, sachant que c'est, par exemple, c'est un enfant, donc, comme vous savez, le furosémide, il est commercialisé sous forme de comprimé à 40 mg. Donc, qu'est-ce qu'ils vont demander aux parents du patient? Ils vont leur demander d'acheter le furosémide commercial dosé à 40 mg, de prendre un comprimé, de le broyer, de le mettre dans un verre et de rajouter 10 ml d'eau à l'aide d'une seringue. Donc, les seringues à 10 ml, elles existent en officine. Ensuite, de mélanger cette suspension, bon, ils appellent ça une solution, mais ce n'est pas forcément une solution. Donc, de mélanger cette suspension, ensuite de prélever 2 millilitres, donc qui contiendrait la fraction de 8 mg de furosémide, et de l'administrer à l'aide d'une seringue à leur enfant. Et bien sûr, le reste de la suspension, à chaque fois, ils leur disent de jeter le reste de la suspension. Et ils entendent par ce protocole-là administrer 8 mg de furosémide chaque jour aux patients. Comme vous pouvez le constater, donc il y a plusieurs risques qui se dégagent de ce protocole-là. Déjà, les doses quotidiennes qui vont être administrées, il est impossible d'avoir une reproductibilité de ces doses-là. Bien sûr, les doses, elles sont imprécises parce que déjà, les personnes qui vont manipuler, ce sont des personnes qui, en général, ne sont pas vraiment habilitées, n'ont pas l'habilité technique pour manipuler une seringue avec précision. Par exemple, prélever exactement les 10 millilitres, prélever exactement les 2 millilitres, etc. Et bien sûr, la coopération des personnes, elle n'est pas forcément là. Aussi, il y a des problèmes de solubilité du principe actif. Là, par exemple, nos confrères et nos consoeurs médecins, ils n'ont pas vraiment des données scientifiques concernant, enfin, ils ne prêtent pas attention, disons, aux données scientifiques concernant les propriétés physico-chimiques des principes actifs. Donc, par exemple, dans le cas du furosémide, il est pratiquement insoluble dans l'eau. Donc, lorsqu'ils vont broyer ce comprimé qui contient du furosémide et ils vont le solubiliser dans l'eau, il n'y a pas une solubilisation. Le furosémide, il va sédimenter, d'accord? Et donc, lorsqu'ils vont mélanger, lorsqu'ils vont prendre la fraction, donc ils ne vont pas prendre forcément du furosémide. Les doses elles vont être très, très, très faibles. Aussi, il y a un risque de contamination et de pollution de l'environnement qui est causé par le rejet des restes des comprimés. Donc là, les médecins, ils leur disent de jeter le reste des comprimés. Ça pose un problème environnemental, mais croyez-moi, il y a des personnes qui ne vont pas jeter le reste de la suspension ou de la solution. Ils vont continuer à administrer chaque jour une fraction à partir de la même solution. D'ailleurs, on a eu un parent qui est venu nous demander de faire une adaptation de posologie, un fractionnement de 1/4 du comprimé de Rivarox savon. Et quand il achetait le médicament très cher, il nous disait avant de venir faire la préparation chez nous, il nous disait qu'il préparait une solution et il l'utilisait pendant 4 jours. Parce que pour lui, il ne va pas jeter son argent. Donc, comme vous savez, il y a beaucoup de risques. Déjà, le risque d'instabilité de la molécule. En milieu aqueux, ça favorise bien sûr les réactions des molécules. Donc, il y a un problème de stabilité. Il y a un risque de contamination microbienne. Donc, non seulement une contamination microbienne qui est préjudiciable, et également, il y aura des gens qui vont avoir effectivement une répercussion sur la stabilité de la molécule. Et donc, dans les deux cas, que ce soit on jette ou on ne jette pas, il y a des problèmes qui se posent. Il y a également le gaspillage des comprimés par le rejet du reste. Donc, la réalisation de préparation magistrale, c'est quelque chose qui s'impose comme étant une solution à ce manque de solutions thérapeutiques sur le marché. Donc maintenant, comment on va la faire? Donc l'adaptation de posologie, il y a principalement deux grandes catégories de formes galéniques des préparations magistrales pour réaliser les adaptations de posologie. Donc on a les formes multidoses qui sont essentiellement représentées par les sirops, les solutions buvables et les suspensions. Et il y a également les formes unidoses qui sont représentées essentiellement par les gélules, mais pas qu'une. En fait, il y a, déjà à l'étranger, ils font par exemple des préparations sous forme de suppositoires, d'ovules, etc.
Donc, on va se concentrer sur ces deux grandes catégories de formes galéniques. Donc, bien sûr, comme vous savez, pour la population pédiatrique et surtout pour les personnes, les patients qui présentent des difficultés de déglutition, la forme liquide, donc sirop ou solution buvable, c'est l'idéal pour pouvoir administrer le traitement en toute aisance à ces patients-là. Et le problème avec ces solutions-là, c'est surtout la stabilité. Donc, ce sont des préparations qui sont beaucoup moins stables, qui sont plus difficiles à conserver. En général, on les conserve maximum une semaine, voire 15 jours au plus, au frigo pour pouvoir essayer de maintenir leur qualité par rapport à la qualité microbiologique, la stabilité, le pH, etc. Et elles sont plus compliquées à formuler que les gélules. Donc, par rapport aux gélules, donc c'est vrai que c'est un peu difficile pour pouvoir l'administrer aux personnes, aux patients, mais elles sont beaucoup plus stables chimiquement, parce que c'est des formes sèches, sont plus faciles à conserver. Donc, en général, on prépare les exemples de 1 mois. Maintenant, par rapport au problème de déglutition, donc on peut contourner ce problème-là en ouvrant la gélule, en demandant aux parents d'ouvrir la gélule et de la diluer dans une petite quantité d'eau, ou la de lait, par exemple pour les nouveau-nés, ou la de yaourt, et de l'administrer directement. Bien sûr, ici, même avec les problèmes de solubilité qu'on peut rencontrer avec certains laits, on précise aux parents qu'il faut voilà, le lait, etc. Donc, comme c'est une forme qui est unitaire, une dose unitaire, donc on vit dans la gélule dans un contenant, donc, et en administrant le contenant en entier, on est sûr que la dose, elle est administrée en entier. D'accord? Maintenant, donc, les gélules, la préparation de gélules, c'est une solution très facilement réalisable dans les officines ou là dans les pharmacies hospitalières. Donc, idéalement, les gélules, idéalement, elles doivent être préparées à partir des matières premières à usage pharmaceutique. Par exemple, dans le cas du furosénite, il faudra disposer du furosénite matière première, d'un excipient. On peut utiliser la cellulose microcristalline comme on peut utiliser l'amidon de maïs. Et de réaliser la préparation, on fait les calculs, on réalise la préparation le plus normalement du monde. Et comme vous savez, dans notre pays, il y a de grandes difficultés pour accéder, pour avoir les matières premières à usage pharmaceutique. Et aussi, il y a un problème de contrôle qualité qui se pose parce que lorsqu'on achète une matière première chez un fournisseur qui produit cette matière-là, on est censé lui demander déjà le bulletin d'analyse et à la réception, il faudra refaire toutes les analyses de contrôle qualité qui sont préconisées par la pharmacopée avant de pouvoir utiliser cette matière première. La responsabilité de la qualité de la matière première, elle repose à ce moment-là sur la pharmacie qui va utiliser pour la préparation. Au niveau des bonnes pratiques de préparation de plusieurs pays, ils recommandent que dans le cas où on achète la matière première chez un fabricant de médicaments, par exemple, si par exemple notre laboratoire il a besoin de faire une préparation à partir d'une matière première qui est utilisée dans la fabrication d'un médicament fabriqué par une entreprise X, on peut acheter ou là on peut obtenir cette matière première là et à ce moment-là, sans rapport de bulletin d'analyse parce qu'il aura refait les analyses par lui-même et donc des analyses de contrôle qualité sur cette matière première. Donc, on a deux possibilités. Ou bien on l'achète chez le fabricant lui-même de produits chimiques, mais ce n'est pas un établissement pharmaceutique. Et donc, on refait le contrôle, ou bien on l'achète chez un fabricant qui a déjà refait les contrôles et à ce moment-là, on peut ne pas avoir à faire les contrôles. Mais dans tous les cas, la question du contrôle, elle se pose parce que, comme je vous ai dit, la responsabilité de la qualité de la matière première, elle repose sur le pharmacien lui-même. Et reste encore chez nous le problème de disponibilité de ces matières premières. Donc, comme alternative à ces préparations-là à partir des matières premières, on peut faire les adaptations de posologie en faisant des réductions de doses, en reconditionnant des spécialités pharmaceutiques commerciales. C'est-à-dire que le principe actif, il est déjà incorporé dans un comprimé AG. Nous allons reconditionner, déconditionner l'AG et faire une fraction des doses pour avoir la dose qui est indiquée pour le patient en question. À ce moment-là, la question du contrôle qualité, elle ne va pas se poser parce que les bonnes pratiques de préparation, ils disent que lorsqu'on prépare
à partir de spécialités pharmaceutiques commerciales, le contrôle ne s'impose pas parce que la responsabilité de la qualité de ces spécialités, elle repose sur le fabricant de ces spécialités-là et non pas sur la pharmacie qui va réaliser la préparation. Donc, ce que je peux vous conseiller comme étant une collègue, on a déjà été confronté à cette situation-là. On recevait beaucoup de demandes d'adaptation de posologie parce qu'il y avait vraiment un besoin sur le terrain. Donc, il fallait trouver la solution. Donc, mettre en place un laboratoire pour réaliser ces réductions de doses à partir des spécialités pharmaceutiques commerciales, ça apparaît faisable dans notre contexte particulier au niveau de notre pays. Donc, vous pouvez vous-même penser à faire ce genre d'activité. Donc, pour la suite de ce cours, on va développer essentiellement cette pratique-là de réduction de doses par conditionnement de spécialités pharmaceutiques commerciales. Donc, je vais partager avec vous le circuit de réalisation de ces préparations que nous adoptons au niveau de notre laboratoire. Bien sûr, libre à vous de vous documenter. Vous pouvez apporter des modifications, des améliorations, une optimisation de ce circuit en fonction de votre contexte particulier. Donc, les notions de base qu'il faudra inclure dans ce circuit-là, elles sont les mêmes parce qu'en fait, on s'inspire des bonnes pratiques de préparation qu'on retrouve en ligne, donc canadiens, français, belges, au niveau des États-Unis, au niveau du Royaume-Uni également. Ils publient en fait des documents qui permettent de nous orienter en quelque sorte dans la mise en place de notre circuit et aussi dans notre système d'assurance qualité de ces préparations. Donc, avant toute chose, il faudra construire une bonne documentation, une documentation scientifique, c'est-à-dire quels sont les documents scientifiques sur lesquels on va se baser pour mettre en place les protocoles. Donc, il faudra rédiger des procédures opérationnelles par rapport à comment réaliser la préparation, comment réaliser la réception, comment réaliser la validation, comment réaliser la dispensation. Donc, tout ça doit être consigné dans des procédures opérationnelles. Et aussi, il faudra faire des fiches d'identification des matières premières dans le cas où vous allez pouvoir amener des matières premières, etc. Donc, ça, c'est une activité initiale préalable à la réalisation, à la mise en place d'un laboratoire de préparation. Donc, la première étape du circuit, c'est la réception et la validation des demandes. Donc, comme vous savez, les préparations magistrales, elles vont être réalisées en exécution d'une prescription médicale. Donc, ce que nous recevons au niveau de la pharmacie, c'est une prescription médicale. Une prescription médicale, du moment où on va faire la réduction de doses à partir des spécialités pharmaceutiques commerciales, et du moment où nous sommes un hôpital, donc on n'a pas tous les médicaments qui sont vendus en officine, donc on demande aux patients, d'ailleurs c'est le médecin qui demande aux patients d'acheter le médicament à partir duquel nous allons réaliser la préparation. Donc, ce qu'on reçoit au niveau de la pharmacie, c'est de un, la prescription médicale, on va voir les supports de prescription, et aussi les médicaments commerciaux à partir desquels on va réaliser la préparation. En recevant ces deux choses-là, on va passer à une étape de validation de la demande. Donc, comme vous savez, on ne va pas réaliser toutes les demandes à l'aveugle. Donc, il y a la responsabilité pharmaceutique, donc du pharmacien, pour accepter ou ne pas accepter de réaliser une préparation en fonction, bien sûr, en s'appuyant sur des arguments scientifiques. Donc, il y a une étape de validation. Après la validation, on va passer à la préparation. Après la préparation, donc, bien sûr, il faudra réaliser des contrôles qualité. On va voir comment faire les contrôles qualité. Et après le contrôle qualité, lorsqu'on parle de contrôle qualité, en fait, il y a le contrôle analytique, il y a aussi le contrôle documentaire. Donc, on contrôle le tout. Et ça va permettre de faire une décision de libération du lot de la préparation ou pas. Donc, il faudra consigner la décision de libération avant de passer à la dispensation. Donc, à la dispensation, donc on va avoir un contact avec le patient ou son parent. Et à ce moment-là, il y a une prestation pharmaceutique qu'il faudra offrir, c'est-à-dire qu'il faudra expliquer le mode d'administration, il faudra expliquer la posologie, il faudra expliquer comment utiliser le médicament et donner des conseils en cas de besoin.
Et après la dispensation, donc il y a toujours archivage de la documentation et il se peut qu'on reçoive des réclamations de la part ou bien du médecin prescripteur ou bien de la part du patient. Bien sûr, il faudra prendre ces réclamations-là, les étudier, sortir par des décisions. Il faudra bien sûr archiver ces réclamations et les décisions prises pour le futur. Donc, bien sûr, à chaque étape de ce processus, de ce circuit-là, il faudra avoir une documentation de la traçabilité. Donc, il faudra tracer chaque étape, il faudra qu'elle soit consignée dans un document de traçabilité. On va les voir par la suite. Donc, le tout constitue un système d'assurance qualité qui va permettre justement de s'assurer que le patient il va recevoir une préparation de qualité. Voilà. Donc, on va commencer étape par étape. Donc, par rapport à la réception, je vous ai dit ce qu'on reçoit au niveau de la pharmacie. On reçoit la prescription, la demande de réalisation de la préparation. Donc, au départ, lorsqu'on a commencé notre activité, on recevait des ordonnances qui comportaient le nom du médicament, la dose unitaire qu'il faudra atteindre et QSP 1 mois, 7 jours, 3 mois, etc. Le problème qui se posait, c'est que déjà sur le plan réglementaire, il n'y a pas la demande explicite de réaliser une préparation. Donc ça, sur le plan réglementaire, il peut poser un problème. Et aussi, on n'avait pas toutes les données qui nous permettent de valider la demande. D'ailleurs, on a été confronté à une situation où le médecin qui a prescrit, il donne une ordonnance pour acheter le médicament. Et donc, sur l'ordonnance pour acheter le médicament, il met n'importe quelle dose, parce que le plus important, c'est d'avoir le médicament, surtout pour les médicaments qu'ils vont acheter à travers la sécurité sociale. Et donc, il prescrit des doses qui ne sont pas forcément les doses qui vont être prescrites. Et une autre ordonnance, il fera la dose à préparer. Et le patient, quand il vient chez nous, il nous présente une des ordonnances. Et il se trouve que l'ordonnance qu'il nous a présentée, c'était une ordonnance, mais la dose, elle n'était pas la bonne dose, la dose prescrite. Et donc, c'est des situations qui peuvent vraiment causer un problème parce qu'on va préparer une solution. Et imaginez, par exemple, vous donnez un médicament cardiovasculaire à un patient qui est présent, un patient en bas âge, et qui présente et qui nécessite l'administration d'un médicament cardiovasculaire, vous allez lui donner une dose qui n'est pas adaptée à lui et donc vous allez être tombé dans des situations qui sont très risquées pour les patients. Donc, à partir de notre expérience, nous avons établi un formulaire de demande de préparation magistrale d'adaptation dosologique que nous avons distribué aux médecins qui travaillent avec nous. Et même lorsqu'on reçoit une demande pour la première fois, on donne le formulaire au patient, on lui demande de le remettre au médecin pour que la prochaine fois, il remplisse le formulaire. Mais actuellement, ce qu'on adopte, si le patient il nous ramène une ordonnance qui est bien remplie avec toutes les données nécessaires, avec une demande explicite de réalisation de préparation, on l'accepte. Mais dans le cas où il y a des informations qui manquent, il y a des choses qui manquent, donc on donne le formulaire et on exige que le formulaire soit dûment rempli par le médecin prescripteur. Parce qu'il ne faut pas oublier que la responsabilité de la prescription, elle repose sur le médecin. Et le pharmacien, il est censé réaliser une préparation en vérifiant certains aspects pour éviter les effets secondaires pour le patient. Mais la responsabilité de prescription, c'est le médecin. D'accord? Et en plus de ça, comme je vous ai dit, du moment où on va travailler à partir des médicaments commerciaux, les patients ils sont censés nous ramener les médicaments commerciaux à partir desquels nous allons réaliser la préparation. Par rapport à la validation, donc il y a plusieurs aspects à valider. Donc là, je vous ai résumé ce qu'on retrouve dans les recueils de bonnes pratiques de préparation. Donc, on retrouve la validation d'aspects qui concernent le patient et le prescripteur, des aspects qui concernent la substance active et la préparation et des aspects de faisabilité technique de la préparation. Par rapport au patient et au prescripteur, il faudra que l'identité du patient doit être clairement consignée sur la prescription. Parce que légalement parlant, c'est une préparation magistrale en exécution de prescription médicale qui doit être destinée nominativement à un patient en particulier. Donc, il ne faut pas réaliser une préparation lorsqu'il n'y a pas le nom du patient sur la prescription. L'indication de cette préparation-là, que le médecin prescripteur, le service et l'hôpital, il faudra qu'il soit identifié.
Donc, on ne va pas recevoir une demande, le médecin il n'est pas identifié. Et aussi le respect des formes légales usuelles par rapport à la date de la demande et par rapport à la signature du médecin. Comme je vous ai dit, tout ça, ça rentre dans des aspects réglementaires légaux. Donc, en cas de situation conflictuelle, donc il faudra être protégé par toutes ces informations. Par rapport à la substance active et à la préparation, il faudra vérifier l'existence d'une ou de plusieurs spécialités adaptées. Donc, encore là, on revient à la définition des préparations magistrales. Elles sont exécutées en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible. C'est-à-dire que si on retrouve qu'il existe un médicament sur le marché et qui est disponible, il faudra redemander au médecin d'utiliser ce médicament-là et de ne pas avoir recours à la préparation. D'accord? Donc, il faudra que la réalisation de la préparation doit être motivée par l'absence de médicaments commerciaux. La justification de la préparation et également l'évaluation du risque de la préparation pharmaceutique. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, en tant que pharmaciens et en tant que préparateurs en pharmacie, nous allons être exposés à ces molécules-là. Donc, il faudra savoir classer les molécules médicamenteuses en fonction de leur appartenance ou pas à la catégorie des CMR. Donc, le CMR, c'est cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction. Donc, il faudra s'appuyer sur des documents solides. Donc, à chaque fois que vous recevez une nouvelle demande, il faudra faire une étude globale. Il faudra vérifier est-ce que cette substance-là, elle peut avoir un effet, que ce soit sur le patient ou là sur le manipulateur, pour pouvoir décider de est-ce que c'est possible de la réaliser dans un laboratoire sans pour autant avoir des installations particulières par rapport à la sécurité, ou là orienter vers des unités de reconstitution des cytotoxiques, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des molécules qui, en apparence, on ne peut pas penser qu'elles peuvent avoir un effet sur nous, mais en réalité, si. Je pense essentiellement, par exemple, à l'acide rétine. C'est un rétinoïde. Il est utilisé pour le traitement d'une maladie dermatologique, mais elle est fortement toxique pour la reproduction chez la femme. Et donc, pour réaliser cette molécule-là, il ne faut pas la réaliser dans un laboratoire où on n'a pas une hotte ou là, un isolateur, etc. Il faudra vraiment bien se protéger, surtout lorsque le manipulateur est une femme. Donc, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle demande, il faudra faire une étude sur cette molécule-là et on décide si on la réalise ou on ne la réalise pas, ou là, on oriente vers des laboratoires spécialisés. Par rapport à la faisabilité technique, donc on vérifie la possibilité de faire la chose, donc les locaux, le matériel nécessaire pour la réalisation de la préparation, et on analyse la formule de la préparation. Donc avec le temps, vous allez voir qu'il y a des doses qui sont recommandées, et des fois, il y a risque que le médecin il oublie par exemple une virgule, au lieu que ça soit 3,5 mg, il met 35 mg. Donc vous voyez, on peut passer à 10 fois la dose, et donc il faudra être habile avec les doses recommandées. Donc d'ailleurs, la chose la plus simple que vous pouvez faire, c'est directement vérifier sur le Vidal, par exemple, ou là un recueil semblable, les posologies qui sont recommandées en fonction de la population. Vous allez pouvoir avoir une idée sur les doses recommandées. Sinon, il y a des sociétés savantes de pédiatrie, essentiellement aux États-Unis et aussi en France, en Europe en général, qui publient justement des posologies recommandées pour la population pédiatrique. Comme ça, pour être sûr de ne pas se tromper, parce que je vous ai dit, il y a eu des erreurs. Il y a des fois, par exemple, le médecin il prescrit plusieurs médicaments et il inverse dans les doses. Une situation à laquelle on était confronté justement avec les antituberculeux. Ils prescrivent rifampicine, isoniazide. La dose de l'isoniazide, elle est de moitié de la rifampicine et ils inversent la dose. Donc, il faudra être vigilant par rapport à ça. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle une demande, on ne va pas directement passer à la paillasse, on va passer par l'étape de validation, on va vérifier tous ces aspects-là avant de passer à la paillasse. Et croyez-moi, vous allez détecter pas mal d'anomalies. Donc, vous pouvez vraiment faire du bon travail en faisant une bonne validation des demandes.
Donc, en général, au niveau de notre laboratoire, on vérifie la recevabilité des spécialités pharmaceutiques commerciales. Donc, par exemple, si les gélules elles contiennent des granules, donc des fois, on nous demande de faire une préparation de réduction de dose pour des molécules qui se présentent sous forme de granules dans les gélules, qui m'a par exemple l'oméprazole. Et ce n'est pas possible parce que les gélules, on ne va pas pouvoir les broyer, donc surtout par rapport à la granulométrie. Et aussi, dans la majorité des cas, c'est des granules qui sont enrobées par un enrobage qui est gastro-résistant ou là pour une libération prolongée. Et donc, c'est une contre-indication absolue à la réalisation de ces réductions de dose. D'accord? Aussi, les médicaments qui sont microdosés, qui m'a par exemple, on reçoit des demandes de réduction de dose euh, de médicaments de la thyroïde, donc, qui sont microdosés. Et donc, l'évothyrox, voilà. Donc, l'évothyrox, il se présente sous forme de dose de 25 mg, 50 mg. Et dans certaines situations, ils ont besoin de fractions de ces médicaments-là. Donc, on refuse de réaliser ces préparations-là pour la simple raison qu'avec les moyens qui sont mis à notre disposition, on ne peut pas assurer une bonne répartition des doses qui sont microdosées. La quantité, elle est très faible. Donc, on peut tomber dans une situation où une gélule, elle va contenir toute la dose et d'autres gélules ne vont rien contenir. Et comme on n'a pas les moyens nécessaires pour réaliser des contrôles qualité très poussés, donc on ne peut pas assurer ça et donc on refuse de réaliser ces préparations. Donc aussi les comprimés ou les gélules qui sont gastro-résistants ou à libération modifiée, donc on ne peut pas déconditionner une forme qui est déjà protégée pour assurer une pharmacocinétique particulière. Et aussi les médicaments à index thérapeutique étroit, c'est toujours par rapport à la non-possibilité de réaliser des préparations et de savoir, de pouvoir statuer sur la conformité de ces préparations-là, de pouvoir statuer sur leur conformité. Donc, un médicament, lorsqu'il a un index thérapeutique étroit, donc s'il prend une dose, une gélule qui est un petit peu surdosée ou là, un petit peu sous-dosée, il peut tomber dans l'inefficacité thérapeutique ou là, dans la toxicité très facilement. Donc, on ne peut pas prendre ce risque-là, comme par exemple pour les immunosuppresseurs. Donc, les immunosuppresseurs, et par rapport à leur risque pour le manipulateur, et aussi on dispose des moyens de protection nécessaires et aussi des moyens nécessaires pour réaliser les contrôles qualité analytiques essentiellement pour pouvoir statuer de l'uniformité des préparations, on peut justement réaliser ces préparations. Mais c'est ce que je vous dis, dans l'étape de validation, on valide la possibilité, notre possibilité, capacité technique à réaliser une préparation ou pas. Et aussi, on vérifie que la quantité de médicaments commercial qui nous a été remise, elle est suffisante pour la réalisation de la préparation. Donc, très souvent, on tombe dans cette situation où le médicament, par exemple, il achète de l'étranger et il nous ramène quelques unités seulement et la part qui va être réalisée il y a possibilité qu'il ramène encore d'autres comprimés ou d'autres gélules pour pouvoir réaliser la préparation pour toute la durée. Allahumma barik. Sinon, on leur dit que voilà, la préparation qu'on va vous préparer, elle ne va pas couvrir tout le mois, elle va couvrir seulement 20 jours, 15 jours, 17 jours, etc. D'accord? Donc, ce sont des choses qu'il faudra vérifier avant le départ du patient de la pharmacie parce qu'en cas où il faudra qu'il ramène autre chose. Donc, il ne faudra pas oublier que le pharmacien, il a le pouvoir de décision sur l'exécution d'une préparation. Donc, c'est à lui de décider faire ou pas faire. Et dans le cas où une préparation n'est pas réalisable, là, il faut qu'il apporter certaines modifications. Il ne faut jamais le faire directement. Il faudra toujours discuter avec le médecin traitant prescripteur que les modifications que vous voulez apporter, elles sont importantes. Donc, il va vous faire une autre demande. Il ne faut pas qu'il dise oralement. Donc, il faudra qu'il fasse une autre demande et voilà, pour pouvoir réaliser la préparation. Donc, on ne refuse jamais catégoriquement à le patient hygiénique
n'en fait pas. Donc, dans le cas où il y a des modifications, contacte le médecin prescripteur et on essaie de discuter les modifications. Pleinement s'établit dans la réalisation et aussi dans la délivrance de la préparation. C'est-à-dire que dans la réalisation de la préparation, dans la validation de la demande, et aussi dans la délivrance de la préparation, on ne sait jamais, le préparateur, il prépare une préparation, mais la préparation elle n'est pas libérable, il y a un problème de qualité, etc. Donc, si la préparation elle est livrée, il faudra que le pharmacien il continue sa validation au patient. Donc, maintenant, on va passer au vif du sujet, comment on réalise les préparations. Donc, le matériel nécessaire et les matières nécessaires. Donc, on va commencer par les matières. On a essentiellement des matières premières et des articles de conditionnement. Quand on parle de matières premières, même le médicament commercial, il est considéré comme une matière première. Donc, la première des choses qu'il faudra penser à acheter, donc déjà, c'est les gélules vides. Tu vas acheter les gélules vides. Donc, les gélules vides, elles viennent avec plusieurs tailles. Donc, de la taille 000 jusqu'à la taille 5. Donc, il faudra choisir quelles sont les tailles adaptées à votre activité en fonction des médicaments que vous êtes censé préparer. Ce que je peux vous conseiller, déjà, vous pouvez commencer par la taille 3, parce que la majorité des préparations que nous recevons au niveau du laboratoire, elles sont réalisées sur la taille 3. Certains médicaments se réalisent sur la taille 0. Donc, c'est une taille qui est un petit peu plus grande que la taille 3. Et certains médicaments peuvent être réalisés dans la taille 5. La taille 5, c'est la plus petite. Donc, vous pouvez déjà commencer pour déjà couvrir, pour satisfaire un besoin, le besoin de base. Vous pouvez commencer par la taille 3, donc qui va vous être utile pour la réalisation de ces réductions de dose. Aussi les excipients. Donc, par rapport aux excipients, donc, ce qui est recommandé sur le plan galénique, c'est l'utilisation de la cellulose microcristalline par rapport à son écoulement, par rapport à ses propriétés. Pour pouvoir faire le remplissage tel les gélules, on utilise idéalement la cellulose microcristalline, mais comme bien sûr c'est un excipient qui est considéré comme une matière première qui est très difficile à obtenir dans notre pays, on peut utiliser également l'amidon de maïs. Donc l'amidon de maïs, donc vous pouvez utiliser l'amidon de maïs alimentaire, donc la maïzena qu'on peut acheter chez les épiceries. Et aussi, pour pouvoir conditionner les gélules, il faudra disposer de piluliers, donc de petites boîtes. Je connais certains collègues qui utilisent les boîtes, par exemple, les boîtes à urine. Donc, par exemple, dans un hôpital, vous avez un service par exemple, de microbio ou un laboratoire d'analyse. Quel que soit l'économa, il va leur acheter les petites boîtes pour la réalisation des tests, des analyses sur les urines. Donc, vous pouvez demander une augmentation de la quantité. Vous pouvez les utiliser pour conditionner vos gélules. Sinon, vous pouvez acheter carrément des piluliers. Ça se vend. Donc, des piluliers qui sont spécialement destinés aux gélules. Par rapport au matériel nécessaire, donc on a parlé des gélules vides, il faudra aussi des géluliers. Donc les géluliers, c'est l'appareil ou l'équipement qui va être utilisé pour la réalisation de la préparation de gélules. Donc en fonction des gélules la taille des gélules que vous choisissez pour la préparation de vos médicaments, vous choisissez également des géluliers qui sont adaptés à cette taille-là. Par exemple, vous allez acheter un gélulier de taille 3 ou de taille 0. Ça existe également des géluliers semi-automatiques et aussi à plaque interchangeable, c'est-à-dire que le socle, il est le même et vous allez acheter différentes plaques seulement. À chaque fois, avec le même socle, vous pouvez préparer des gélules de taille 0, de taille 3, en changeant seulement les plaques. Donc, c'est à vous de voir à quelle option vous voulez opter. Il y a des géluliers qui sont manuels, qui coûtent beaucoup moins cher que les géluliers semi-automatiques. Il y a bien sûr les géluliers semi-automatiques et les géluliers automatiques. Donc, en fonction de votre budget, vous pouvez juger de votre investissement. On va avoir aussi ici un mortier et un pilon. Pour réaliser le broyage, vous devez avoir aussi une éprouvette parce que vous allez voir que c'est une répartition volumétrique, on aura besoin d'une éprouvette et aussi une balance
la balance, vous allez avoir besoin de cette balance essentiellement pour le contrôle qualité, mais aussi dans les préparations. Des fois, on a besoin de fractions de comprimés. Idéalement, on pèse le comprimé et ensuite on le broie et on prend une fraction qui est bien calculée. Donc, pour éviter qu'il y ait des erreurs dans des sous-dosages, là, des surdosages. Mais sinon, je connais des collègues qui font un fractionnement approximatif, par exemple 20% du comprimé, 50% du comprimé, etc. Donc, pour la réalisation, le protocole de la réalisation de ces préparations de gélules, donc en recevant la demande, il faudra calculer le nombre de comprimés ou de gélules du médicament commercial à utiliser. La formule, elle est claire, c'est la dose unitaire multipliée par le nombre de prises, par le nombre de prises fois le nombre de jours du traitement et divisé par la dose commerciale. Par exemple, ici, une demande de furosémide à 8 mg, une prise par jour pendant 30 jours. Donc, le nombre de comprimés de furosémide à 40 mg à utiliser, c'est 8 mg multiplié par 30, donc c'est le nombre de prises dans les 30 jours, que divise 40 mg, qui est la dose du comprimé commercial. Donc, on retrouve 6 comprimés. Donc, pour réaliser cette préparation, donc on va prendre 6 comprimés de furosémide à 40 mg, on va les broyer, ensuite on va les broyer. Dans le cas où on utilise des gélules, on va vider les gélules, on ne va pas broyer des comprimés. Donc, on broie les comprimés. Ensuite, la poudre que nous avons obtenue, il faudra mesurer son volume. Donc, toujours, c'est un volume apparent. Il ne faut pas oublier que pour ce qui est des poudres, le volume, il change. Parce que, en fait, ce n'est pas un liquide. L'espace entre les granules, il va avoir un impact sur le volume apparent de la poudre. Donc, il faudra veiller à bien broyer, donc atteindre une granulométrie très, très fine. Bien broyer les comprimés. Ensuite, on va mesurer le volume apparent pour pouvoir décider de la taille de gélule à utiliser. Mais, petite astuce, du moment où vous disposez d'une seule taille ou de deux tailles de gélules, quelque sorte, vous allez travailler avec ces gélules-là. Par exemple, à notre niveau, nous avons des gélules et des géluliers de taille 3 et de taille 0. Nous connaissons déjà le volume unitaire de la taille 3, il est de 0,3 ml par gélule. La taille 0, c'est 0,60 ml. Donc, nous allons préparer 30 gélules de furosémide à 8 mg. Donc, le volume total de la poudre à répartir, il faudra qu'il soit ou bien égal à 20,4 ou là 9 ml. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si, par exemple, le volume de la poudre, les comprimés que nous avons broyés, il est inférieur au volume de 9 ml, on va utiliser la taille 3. Dans le cas où le volume HADEC, il est supérieur à 9 ml, mais il est inférieur à 20,4 ml, ce qui correspond à la taille 0. On va utiliser la taille 0. Et dans le cas où c'est supérieur à la taille 0, et nous, on ne dispose pas de la taille double 0 ou la triple 0, qu'est-ce qu'on fait? La dose unitaire, on va la diviser par 2. Le nombre de gélules, on va le multiplier par 2. C'est-à-dire qu'au lieu de préparer 30 gélules dosées à 8 mg, on va préparer 60 gélules dosées à 4 mg. Donc, comme ça, on peut utiliser la taille 0 et donc, on va demander au patient de prendre 2 gélules à la fois pour avoir les 8 mg au lieu d'une seule gélule. D'accord? Donc, taille des gélules et des géluliers dont vous disposez. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a broyé, on a décidé de la taille des gélules à utiliser. On remplit l'éprouvette jusqu'au volume le volume apparent de la poudre que nous avons calculé avec de l'amidon de maïs qui est l'excipient utilisé. Ensuite, on va reverser le mélange HADEC dans le mortier. On va bien mélanger et ensuite, on va répartir sur le gélulier qui contenait déjà les gélules vides. Ensuite, on va les fermer et on va les mettre dans le pilulier et on va étiqueter, bien sûr, et on va faire les contrôles qualité. Donc, bien sûr, avec le protocole HADEC, il y a plusieurs contraintes qui peuvent affecter la qualité de la préparation. Il y a des contraintes qui sont liées au principe actif. Déjà, on va utiliser des médicaments commerciaux, spécialité pharmaceutique commerciale, qui a été fabriqué industriellement, au lieu d'utiliser la matière première. Et comme vous savez, même lorsqu'on fabrique à l'échelle industrielle, donc il y a une dose moyenne qu'il faudra atteindre par cet opérateur industriel, mais on sait que pour chaque lot,
ce n'est pas exactement cette dose-là. Donc, les comprimés, ils peuvent être légèrement surdosés ou légèrement sous-dosés. Alors que nous, quand on fait nos calculs pour connaître le nombre de comprimés, etc., on utilise la dose qui est affichée sur l'étiquette du médicament. C'est-à-dire comme le furosémide à 40 mg, peut-être que ce n'est pas 40 mg, les comprimés, ils contiennent 41 mg, 39 mg, en fonction de l'intervalle qui est autorisé pour le médicament. Et donc, quand on prépare, il y a un risque de surdosage ou de sous-dosage de nos préparations du moment où on ne connaît pas exactement combien les comprimés ils contiennent de principes actifs. Par contre, si on avait utilisé les matières premières à usage pharmaceutique, on va nous-mêmes peser la quantité nécessaire. Bien sûr, on prend en considération la pureté de la matière première, etc. Il y a aussi un problème d'adhérence des principes actifs à la surface du matériel. Et ça, d'autant plus que la molécule, elle est hygroscopique. Plus elle est hygroscopique, plus lorsqu'on va déconditionner, lorsqu'on va broyer les comprimés, avec l'humidité de l'air, la molécule adique, elle va coller encore plus sur les surfaces. Et donc, ça va constituer des pertes de principes actifs dans notre préparation. Il y a aussi l'exposition du principe actif à des conditions de stress au cours de l'opération de préparation, comme l'humidité et aussi la lumière. Donc, comme vous savez, il y a des molécules qui sont photosensibles. Donc, lorsque nous allons, par exemple, broyer le comprimé, peut-être qu'il était enrobé avec un enrobage qui permet de protéger le principe actif contre la lumière. Lorsqu'on va, on va broyer, tout le principe actif, il va être exposé à la lumière et donc, il peut y avoir des réactions qui permettent de dégrader le principe actif. Et donc, non seulement on peut avoir des impuretés qui sont toxiques, dans notre préparation et aussi on peut avoir une diminution de la quantité de principes actifs, donc de la dose unitaire dans notre préparation. Donc tous ces facteurs-là, ils peuvent affecter la qualité de notre préparation. Donc l'idée c'est qu'il faudra bien former le manipulateur et avec le temps, il faudra qu'il travaille de manière rapide et efficace pour pouvoir réaliser les préparations sans pour autant apporter un préjudice à la qualité du principe actif. Il y a aussi des contraintes qui sont pharmacotechniques. Donc, par exemple, lorsqu'on mesure les volumes qu'a les poutres, comme vous savez, les poutres, ce n'est pas comme les liquides, on ne va pas avoir un ménisque. Donc, en versant une poudre dans l'éprouvette, donc ça va former des surfaces qui ne sont pas forcément horizontales. Et bien sûr, il faudra éviter de tasser, parce que plus vous tassez, vous allez diminuer l'espace entre les granules, et donc le volume apparent, il va être sous-estimé. Lorsqu'on va mettre la poudre dans les gélules, on ne va pas pouvoir tasser de la même façon quand on a tassé dans l'éprouvette. Et donc l'idée, il faut éviter de tasser lorsque vous mettez la poudre dans l'éprouvette. Et quel que soit, du moment où on va éviter le tassage, la lecture du volume exact, elle est approximative. Donc ça, c'est une contrainte technique, mais on peut contourner ce problème-là avec la pratique. Et aussi l'homogénéité du mélange de poudre et aussi la répartition sur le gélulier, elle est opérateur dépendante. Donc, par rapport à l'homogénéité des mélanges de poudre, donc, comme vous savez, la majorité des médicaments, ils viennent avec une couleur blanche. L'amidon de maïs, il est blanc. Donc, lorsque vous allez réaliser le mélange en mélangeant les deux poudres, pour apprécier si vous avez atteint une homogénéité optimale de la poudre, c'est un peu difficile. Ce problème-là, il ne se pose pas avec les médicaments qui sont colorés. Par exemple, ici sur l'image, c'est de l'éthionamide qui a une couleur jaune. Donc, en mélangeant, donc, on peut apprécier l'homogénéité de la couleur jaune dans le mélange de poudre et donc on aura moins de problèmes d'homogénéité. Il est recommandé également d'utiliser des colorants. Il y a des poudres colorantes qu'on peut utiliser, qu'on va rajouter au mélange de poudre pour pouvoir justement apprécier l'homogénéité du mélange de poudre, l'excipient plus la poudre du comprimé ou des gélules commerciaux. Mais en général, c'est déconseillé, surtout chez les enfants, par rapport au risque allergisant de ces colorants-là. D'accord? Donc, toutes ces contraintes-là disent que, en fait, la qualité de notre préparation, elle ne peut pas être très bien maîtrisée du moment où on va réaliser la préparation de cette façon-là. Donc, il faudra statuer sur la qualité de la préparation avant de l'administrer au patient, avant de la délivrer au patient. Donc, on passe maintenant au contrôle qualité qu'on peut réaliser sur ces préparations magistrales humidos qui sont des gélules préparées par la méthode de reconditionnement de spécialité pharmaceutique commerciale.
Donc, comme vous savez, pour ce qui est des contrôles qualité, pour les préparations magistrales, le contrôle qualité, il n'est pas vraiment exigé comme le niveau d'exigence à l'échelle industrielle. Pour différentes considérations. Déjà, à l'échelle industrielle, ils produisent pour à grande échelle. Et donc, si le médicament il est de mauvaise qualité, ça va faire vraiment un problème de santé publique. Ça va toucher des milliers de personnes. Et donc, le niveau d'exigence de réalisation des contrôles qualité, il est beaucoup plus important au niveau industriel qu'au niveau du préparatoire dans la réalisation des préparations magistrales. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de contrôle qualité. Donc, pour ce qui est du contrôle qualité, il faudra distinguer deux grands aspects. Donc, il y a les méthodes utilisées pour réaliser proprement dit les contrôles qualité, il faut aussi mettre en place une stratégie de contrôle qualité. Ça veut dire qu'il faudra décider que les contrôles qualité que la pharmacopée nous dit de réaliser, à quel moment il faudra les réaliser et sur quelle préparation. Donc, on ne va pas réaliser exactement les mêmes préparations avec les mêmes contrôles plutôt pour toutes les préparations et avec la même fréquence. D'accord? Donc, pour pouvoir établir la stratégie de contrôle qualité, on va s'appuyer sur les guidelines, c'est-à-dire les bonnes pratiques de préparation. Et pour les guidelines, c'est-à-dire les bonnes pratiques de préparation, elles font référence à des méthodes et des normes qui sont présentes au niveau des pharmacopées. D'accord? Donc, dans notre pays, en Algérie, on n'a pas encore de recueil de bonnes pratiques de préparation, on n'a pas notre propre pharmacopée, donc on va s'appuyer sur les recueils d'autres pays, des pays étrangers. D'accord? Donc, on va commencer par les contrôles qualité qui sont recommandés par la pharmacopée européenne et aussi la pharmacopée US pour les préparations unidoses en général, que ce soit magistrale ou la même industrielle. Donc, on a vu qu'avec le protocole que nous utilisons, le reconditionnement de spécialités pharmaceutiques commerciales, on a essentiellement deux types de risques. On a le risque que les préparations soient sous-dosées ou bien surdosées, donc par rapport à la dose unitaire, la moyenne, et aussi un risque de non-conformité, de non-uniformité des préparations. Il n'est pas homogène. Lorsque la répartition ne se fait pas de manière équitable sur toutes les gélules, il y a un risque de non-uniformité. Même si le dosage moyen, il est conforme, il se peut que l'uniformité, elle n'y est pas. Donc, on s'appuie sur ces deux aspects-là pour pouvoir et aussi la non-uniformité. Donc, au niveau de la pharmacopée, on retrouve justement essentiellement le dosage cette diapo-là, n'est-ce pas? Donc, avec les méthodes de contrôle qualité qui sont recommandées par la pharmacopée européenne et la pharmacopée américaine pour statuer sur la qualité des préparations unidoses. Donc, par rapport au dosage moyen, comme je vous ai dit, on retrouve les méthodes analytiques, donc comment faire pour doser la forme comprimée ou bien dans la forme gélule. On retrouve ces méthodes-là essentiellement dans la pharmacopée américaine et aussi la pharmacopée britannique. Pour ce qui est de la pharmacopée européenne, on ne retrouve pas ces méthodes analytiques pour les produits finis. On retrouve seulement des méthodes pour la matière première. Donc, lorsque vous cherchez des méthodes analytiques pour le dosage de principes actifs dans un produit fini, vous pouvez avoir recours à l'USP ou bien à la pharmacopée britannique. Donc, comme je vous ai dit, donc, en ayant les méthodes, en les appliquant, on peut statuer sur le dosage moyen. Donc, ça permet de doser le principe actif sur un certain nombre d'unités du même lot pour pouvoir le dosage moyen, pouvoir avoir le dosage moyen. Et bien sûr, les normes, elles diffèrent en fonction de la molécule. Donc, le plus souvent, c'est plus ou moins 5% de la dose affichée. Donc, par exemple, furosémide à 40 mg, il faudra que le dosage moyen retrouve plus ou moins 5% de cette dose-là. Mais en fonction des molécules, avec l'intervalle autour de la valeur moyenne, il peut être plus ou moins étroit ou plus large en fonction de la molécule. Donc, des fois, on peut retrouver plus ou moins 7,5%, plus ou moins 2,5%, plus ou moins 10%, etc. D'accord ? Par rapport au test de l'uniformité, comme je vous ai dit, il y a deux méthodes. Donc, il y a l'uniformité de masse, il y a aussi l'uniformité de dose. Donc, pour l'uniformité de masse, donc, ça consiste à tirer au hasard 20 gélules du lot préparé et de peser individuellement le contenu de chaque gélule. Donc, ensuite, on calcule la masse moyenne
de ces 20 gélules et on calcule les limites de surveillance et de contrôle pour pouvoir interpréter la conformité de la préparation en fonction d'un facteur qui s'appelle le facteur de déviation qui dépend de la masse moyenne. Donc, lorsqu'on pèse individuellement chacune des 20 gélules, on calcule la masse moyenne du contenu de la gélule et non pas la dose du principe actif, bien sûr. Donc, si cette masse moyenne elle est inférieure à 300 mg, le facteur de déviation il va être considéré comme 10%. Et lorsque cette masse moyenne elle est supérieure ou égale à 300 mg, le facteur de déviation il est égal à 7,5%. Et donc, les limites de surveillance et de contrôle qui vont être utilisées pour l'interprétation vont être la masse moyenne plus ou moins un facteur de déviation et les limites de contrôle, c'est la masse moyenne plus ou moins deux fois le facteur de déviation. Comment on interprète? Aucune des valeurs unitaires de ces 20 gélules ne doit dépasser les limites de contrôle, donc plus ou moins 20% de la masse moyenne. Et au plus, on peut tolérer que deux gélules, elles peuvent s'écarter des limites de surveillance sans pour autant dépasser les limites de contrôle. C'est-à-dire on peut avoir toutes les valeurs qui sont contenues dans cette bande-là entre la limite de surveillance supérieure et inférieure. On peut avoir une valeur qui est située entre limite de surveillance et limite de contrôle et on peut avoir deux valeurs qui sont situées dans ces bandes-là. Donc, pour dire que la préparation, elle est conforme ou pas conforme. Donc, pour ce qui est de l'uniformité de dose, donc, le test à appliquer, il dépend de la teneur en principe actif. Donc, lorsque la teneur en principe actif, elle est supérieure à 25 mg ou bien elle constitue plus de 25% de la masse du contenu de la gélule, on va appliquer le test de variation de masse. Mais dans le cas où le principe actif il est inférieur à 25 mg, où là, il constitue moins que 25% de la masse moyenne du contenu de la gélule, on va réaliser le test de l'uniformité de teneur. Donc, pour ce qui est du test de variation de masse, donc, il consiste à peser individuellement chacune des 10 gélules qui sont tirées au hasard du lot. Ensuite, la poudre qui est récoltée de ces 10 gélules, on va prendre une prise d'essai de cette poudre-là et on va réaliser l'analyse, le test de dosage, l'analyse analytique pour avoir la teneur en principe actif. Ensuite, on calcule la teneur moyenne, puis la valeur d'acceptation et on va interpréter en fonction du cas. Donc, tous ces aspects-là sont très bien documentés dans les pharmacopées, que ce soit la pharmacopée européenne ou la pharmacopée américaine. Donc, si la préparation elle est conforme, si elle n'est pas conforme, qu'est-ce qu'on fait? On va refaire le même test sur 20 autres unités et on va interpréter sur les 30 unités. Donc, si c'est conforme, sinon la préparation elle est déclarée comme non conforme. D'accord? Pour ce qui est du test de l'uniformité de teneur, il est un peu plus compliqué à réaliser parce que ça consiste à peser individuellement chacune des gélules et faire le dosage de chacune des 10 gélules. Donc, comparé au test de variation de masse, la variation de masse, on fait une seule fois le dosage. Par contre, si le test à l'uniformité de teneur, on l'a fait sur 10 prises d'essai. Donc, on refait le test 10 fois. Ensuite, on calcule la teneur moyenne et les limites de contrôle et de surveillance pour pouvoir interpréter sur la base de la teneur moyenne qui est par rapport à la masse moyenne et aussi la teneur individuelle de chaque gélule. Donc, les limites de surveillance, elles sont de plus ou moins 15% et les limites de contrôle, elles sont de plus ou moins 25%. Pour l'interprétation, donc, aucune des valeurs ne lorsque 2 ou 3 valeurs de gélules elle s'écarte des valeurs de surveillance pour dépasser les valeurs de les contrôles. En fait, il ne faut pas qu'il y ait plus que 3 unités qui dépassent les limites de surveillance sans pour autant dépasser les limites de contrôle. D'accord? Donc, ça, c'est comment réaliser les tests de contrôle qualité qui sont recommandés pour les préparations unidoses. Maintenant, comme je vous ai dit, il faudra définir ou établir une stratégie de contrôle qualité. Il faudra décider quels sont les contrôles à appliquer pour chaque préparation et à quelle fréquence. Et pour cela, comme je vous ai dit, on va s'appuyer sur les bonnes pratiques de préparation. Donc,
déjà, les recueils des bonnes pratiques de préparation la majorité des pays s'accordent à recommander de faire des contrôles en fonction de l'évaluation du risque. Donc, il faudra faire une évaluation du risque pour chaque préparation pour pouvoir définir quels sont les contrôles à réaliser. D'accord? En fonction déjà de la dose de la préparation, en fonction de la population cible, c'est-à-dire l'âge du patient, en fonction de son poids, etc. Donc, pour les fonds pharmaceutiques unitaires, donc, comme je vous ai dit, donc, dans les recueils des bonnes pratiques de préparation, on va retrouver des lignes directrices qui nous permettent de définir notre stratégie de contrôle qualité, bien sûr, sur la base d'une évaluation de risque pour chacune des préparations. Déjà, on vise aussi les doses à atteindre. Par exemple, si la dose à atteindre, elle est beaucoup plus faible par rapport à la dose commerciale, le risque de la non-uniformité, il est beaucoup plus important. Par contre, on nous demande de faire, par exemple, une préparation d'une dose au un quart de la dose commerciale, le risque il est beaucoup plus faible par rapport si on prépare une dose qui est de 1/10 ou de 1/20 de la dose commerciale. D'accord? Donc, en fonction de la molécule, on peut décider, en fonction des doses qui sont prescrites, on peut décider quels sont les contrôles à faire. Est-ce qu'on peut se contenter seulement d'une uniformité de masse ou là, il faudra quand même faire un dosage moyen, une uniformité de teneur, etc. D'accord? Donc, c'est au cas par cas. Donc, le test de l'uniformité de masse, il est très facile à mettre en œuvre. Donc, si vous avez une balance, vous pouvez réaliser le test le plus normalement du monde. Et croyez-moi, ça permet de détecter pas mal de non-conformités seulement sur la base de la masse. Mais il ne faut pas oublier qu'une uniformité de masse ne veut pas forcément dire une uniformité de dose. Parce que lorsque le mélange de poudre que vous avez réparti, il n'est pas homogène, l'uniformité de masse, elle peut être conforme, mais l'uniformité de teneur, elle n'y est pas. D'accord? Donc, certaines gélules, elles peuvent contenir plus que d'autres. Pour ce qui est du dosage moyen et de l'uniformité de dose, donc ça nécessite le déploiement d'une plateforme de contrôle qualité, bien sûr qui est un peu plus compliquée qu'une simple pesée. Donc, les tests analytiques à utiliser pour chacune des molécules, je vous ai dit qu'on peut les retrouver au niveau des pharmacopées, l'USP ou la pharmacopée britannique, mais il y a une optimisation à réaliser parce qu'il ne faut pas oublier que les tests, ils sont destinés aux médicaments qui sont commercialisés et donc aux doses commercialisées. Par exemple, dans le cas du furosémide, on va retrouver une méthodologie qui permet de doser les 40 mg du furosémide. Donc, du moment où nous avons des préparations qui sont beaucoup moins dosées que les 40 mg de furosémide, ça veut dire qu'il faudra optimiser la méthode pour pouvoir doser avec les doses plus faibles. Donc, en apportant des modifications à ces méthodes analytiques, il faudra passer par une étape de validation de la nouvelle méthode qui est inspirée bien sûr de la pharmacopée pour pouvoir l'appliquer. Donc, il y a toutes les méthodes de validation qu'on retrouve essentiellement au niveau des recueils des ICH. Des fois, on retrouve certaines méthodes adapter les préparations, on les retrouve dans la littérature, mais quel que soit, il faudra les valider. Et comme on peut aussi mettre au point nos propres méthodes de dosage. Donc, on a l'optimisation, on a la validation. Et après, lorsqu'on a une méthode qui est prête à utiliser pour doser le principe actif dans notre préparation, il faudra la mettre en application pendant une certaine période, donc sur un certain nombre de préparations, de nos préparations, pour pouvoir connaître les tendances de qualité de notre préparation. Parce qu'il ne faut pas oublier que aussi il y a le rôle de l'environnement dans lequel on fait la préparation. Il y a aussi le rôle du manipulateur qui rentre en jeu. Donc, il faudra connaître la qualité des préparations que nous réalisons nous-mêmes. Donc, chaque laboratoire, il faudra qu'il fasse ça. D'accord? Donc, la même préparation, si elle est préparée à 15 degrés ou là à 40 degrés, elle n'aura pas forcément la même qualité. D'accord? Donc, c'est sur cette base-là qu'on peut décider la fréquence de réalisation de ces tests-là et en fonction des médicaments. Maintenant, on passe vers la dispensation. Bien sûr, il faudra passer par une étape de libération du lot où on va vérifier quelles les données de contrôle qualité, les contrôles qualité qui sont réalisés.
et aussi le contrôle documentaire. Donc, par rapport à l'étiquette, des fois, rien que l'étiquette, elle peut mener vers des dégâts. D'accord? Donc, si vous inversez les étiquettes de médicaments, vous pouvez les dispenser à des enfants, ou vous pouvez carrément vous retrouver avec des problèmes très importants chez ces enfants-là. Donc, lors de la dispensation, qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc, déjà, il faudra dispenser la préparation réalisée. Il faudra expliquer la posologie et le mode d'administration aux patients et à ses parents. Donc, en général, lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né, on dit à la maman ou au papa de prendre une gélule, de l'ouvrir. Donc, on leur montre comment ouvrir la gélule et de verser son contenu dans une petite quantité de lait. Donc, il ne faut pas que ça soit un grand biberon avec la dose unitaire parce qu'un grand biberon, déjà, il y a le risque de régurgitation par le bébé. Il y a le risque qu'il ne boive pas tout le lait. Il y a un risque que le biberon Hadaya, il va être bu pendant une très longue durée. Et donc, la cinétique d'absorption, elle va être modifiée. Donc, on précise que les nouveau-nés, la gélule, elle va la vider dans une petite quantité de lait pour être sûr qu'il va la prendre en une seule fois. Il faudra qu'elle s'assure qu'il a pris la totalité. Donc, si elle voit dans le fond du biberon qu'il y a encore du produit, il faudra rajouter encore de l'eau ou du lait pour être sûr qu'il a pris toute la quantité. Donc, ces choses-là, il faudra les expliquer aux parents parce qu'on ne peut pas compter seulement sur le médecin qui leur a expliqué déjà comment faire. D'accord? Il faudra leur expliquer la posologie de la même manière quand on vend un médicament à l'officine. Donc, on dit, voilà, il faudra prendre le médicament le matin, le soir, après le repas, avant les repas, etc. D'accord? Il faudra leur rendre le reste du médicament commercial qui a servi à la préparation. Surtout lorsque le médicament il est cher, croyez-moi, il y a des parents qui vont venir vous dire que vous avez volé une quantité du médicament, moi je l'ai acheté très cher, etc. Donc il faudra toujours leur rendre le reste du médicament. Dans certaines situations, on prépare une fraction du médicament qui va servir à la constitution de la dose unitaire à prendre. Par exemple, l'un des antituberculeux, en général, ils doivent prendre 3 comprimés commerciaux, par exemple de rifampicine, bon, c'est des gélules, 3 gélules commerciaux, et nous, on prépare une gélule qui comporte une fraction pour atteindre la dose minimale pour le patient en question. Et donc, lorsque on remet le médicament, on va remettre seulement la préparation. Donc, pour éviter que le patient ne prenne que la préparation TANA, il faudra bien expliquer les 3 gélules commerciales plus la préparation qu'on lui a donnée. Et pour cela, pour dégager notre responsabilité, on remet une fiche de mode d'administration au patient où on explique comment il doit prendre son médicament, prendre 2 gélules commerciales, 3 gélules commerciales plus la préparation, etc. D'accord? Maintenant, par rapport à la documentation, comme on a dit au départ, la documentation de traçabilité, il faudra qu'elle suive tout le processus. Donc, depuis la validation jusqu'à la dispensation et la gestion des réclamations. Donc, dès la réception des demandes et leur validation, il faudra les consigner dans un registre particulier. C'est un registre des préparations où on va retrouver justement la suite, les références, le numéro de lot des préparations. On va consigner toutes les informations concernant le patient, le médicament à préparer, qui a préparé le médicament, etc. Donc, il faudra disposer d'un registre des préparations. Pour ce qui est de la préparation, il faudra établir une fiche de fabrication. Donc, la fiche de fabrication, elle est spécifique au lot préparé. Oui, on va consigner toutes les informations. Tu as le patient, tu as le médecin qui a prescrit la préparation, les matières premières qui ont servi à la réalisation de la préparation. Donc, on consigne aussi le numéro de lot et la date de péremption du médicament commercial que le patient nous a ramené pour réaliser la préparation. Parce qu'en cas de problème lié à la préparation, il faudra revenir même au lot de médicaments qui a servi à la préparation. Donc, ça a un impact sur la qualité de préparation et il partage une part de la responsabilité avec nous. Bien sûr, l'amidon de maïs, les gélules qui ont été utilisées, l'article de conditionnement qui a été utilisé et aussi les calculs qui ont été réalisés pour réaliser la préparation. Donc, vous avez vu, par exemple, qui m'a dit que l'histoire, tu as le furosémide à 1000 mg. Donc, il faudra mettre quelle est la dose unitaire,
quelle est la taille des gélules qui a été utilisée, quel est le nombre de gélules qui a été préparé, quel est le volume apparent du mélange de poudre à atteindre, etc. Et ensuite, il y a une partie qui concerne l'acceptation. Donc, par rapport aux contrôles effectués, quels sont les contrôles qui ont été réalisés sur cette préparation? Est-ce que c'est conforme, non conforme, le numéro de l'eau, la date de péremption? Et à notre niveau, on met aussi une partie pour la distribution, c'est-à-dire lorsqu'on va dispenser médicament, le parent ou la personne qui est venue récupérer la préparation, elle va signer qu'elle a pris le médicament sur la fiche de fabrication. Comme ça, pour chaque lot, on sait qui l'a pris. D'accord? Pour ça, vous pouvez opter, par exemple, pour un registre de dispensation ou un registre à part. Le parent, il va venir signer sur le registre. Chez nous, c'est la fiche de fabrication. Par rapport au contrôle qualité, donc à notre niveau, nous réalisons le contrôle de l'uniformité de masse systématiquement sur toutes les préparations. Par rapport à l'uniformité de teneur et le dosage, nous sommes encore à l'étape de validation des méthodes analytiques pour pouvoir les appliquer, puis pour décider de la fréquence de leur utilisation ou pas. Donc, rien que l'uniformité de masse, donc on va sortir avec la feuille de calcul où il fait à les données, les masses individuelles des 20 gélules, les limites de contrôle, les limites de surveillance et la carte de contrôle qui nous permet de décider de la conformité ou pas de la préparation. Donc, avec la feuille de calcul, il faudra l'archiver justement pour la mettre dans le dossier de l'eau. Pour ce qui est de la dispensation, donc dans le cas où on donne une fiche, tu as le mode d'administration, quand je viens de vous expliquer pour les antituberculeux, il faudra garder une copie à notre niveau. Parce que dans le cas où il y a un problème, on a une copie de ce qu'on lui a remis, de ce qu'on lui a expliqué. D'accord? Donc, les documents de traçabilité, donc ce qu'on a, on a le registre des préparations, on a les dossiers de l'eau qui sont constitués du support de prescription, que ce soit l'ordonnance ou la fiche de renseignement ou les deux, la fiche de fabrication qui provient de l'étape de préparation, la fiche de contrôle qualité et aussi la fiche le mode d'administration. Tous ces documents-là vont être agrafés pour constituer le dossier de l'eau de la préparation qui a été réalisée. Et comme la préparation, elle est nominative pour un patient donné, donc on va constituer également les dossiers de patients qui comportent tous les dossiers de l'eau des préparations auxquelles il a bénéficié. D'accord? En fait, le dossier du patient, il est très, très, très utile parce que lorsqu'on reçoit une demande pour un patient pour lequel on a déjà préparé une préparation, donc la première des choses qu'on fait, c'est vérifier par rapport aux autres prescriptions. Est-ce que c'est le même médicament? Est-ce que c'est les mêmes doses, etc. D'accord? Donc, s'il y a un... Alors, on va finir par les aspects de sécurisation des préparations. Donc, il faut se rappeler que la sécurisation des préparations, c'est la responsabilité du pharmacien, même si ce n'est pas lui qui réalise la préparation par lui-même. Donc, les préparateurs en pharmacie sont sur son autorité technique, tout le temps. Donc, sécurisation des préparations, ça concerne les patients, ça concerne les manipulateurs et ça concerne également l'environnement. Donc, pour la sécurisation des préparations pour le patient, donc, déjà, il faudra établir un système d'assurance qualité depuis la réception des demandes jusqu'à la libération des lots. Donc, vous avez vu que vous pouvez déjà détecter des anomalies dès la réception des demandes. D'accord? Donc, ça, c'est la responsabilité du pharmacien. Il faudra éviter les risques d'erreur tout au long du processus. Des fois, il y a des risques de transcription de la dose sur l'étiquette, sur la fiche de fabrication. Des fois, il y a des risques d'erreur de calcul. Donc, tout ça, ça peut affecter directement la qualité de la préparation. D'accord? Et aussi, il faut insister sur la formation continue des manipulateurs, parce que les manipulateurs, c'est vrai, ils sont formés pour la réalisation de ces préparations, mais avec le temps, on a tendance à se lâcher un petit peu sur plusieurs aspects. Et donc, il faudra toujours les former encore plus pour leur rappeler des bonnes pratiques de préparation à respecter, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi motivant pour le personnel lorsqu'ils reçoivent des formations en continu. Il se peut que vous pouvez même faire des réunions, par exemple chaque mois ou chaque 3 mois, pour revoir déjà tous les résultats, les contrôles qualité des préparations qui ont été faites,
Vous pouvez par exemple détecter, si vous avez plusieurs manipulateurs, détecter si par exemple il y a un manipulateur, il y a plus de risque de non-conformité avec lui ou pas. Donc toutes ces tendances-là, vous pouvez les discuter avec votre équipe justement pour une amélioration continue de votre service. Il faudra aussi travailler en conditions optimales de propreté. On dit bien propreté et non pas stérilité parce que en fait, c'est des préparations qui vont être administrées par voie orale. Donc, c'est vrai qu'elles ne doivent pas être stériles, mais la propreté, elle est exigée. D'accord? Il faudra aussi veiller à maintenir la qualité du principe actif au cours des opérations de préparation. Par exemple, si lorsque la première fois vous recevez une demande, vous faites une étude complète sur votre principe actif, vous allez voir que parmi ses propriétés physico-chimiques, la molécule, elle est photosensible. Donc, lorsque vous allez faire la préparation, vous allez essayer de travailler sur une lumière réduite. Par exemple, vous éteignez les lumières de votre laboratoire, vous travaillez seulement sur la lumière du jour, vous essayez de protéger votre préparation, travailler dans un coin qui est plus ou moins sombre. Donc, juste ce qu'il faut pour pouvoir voir ce que vous êtes en train de faire. Donc, comme ça, vous allez protéger votre principe actif de la dégradation. Donc, et croyez-moi, il y a des molécules qui sont très photosensibles. Dès qu'elles sont exposées à la lumière, elles vont se dégrader. Donc, vous allez perdre une grande quantité de votre principe actif. Même par rapport à l'hygroscopie, il y a des molécules qui sont plus hygroscopiques que d'autres. Et d'ailleurs, en commençant à faire ces préparations-là, vous allez vous rendre compte que les poudres, après avoir broyé les comprimés, les poudres des différents médicaments, elles sont tout à fait différentes. Donc, il y a des médicaments qui sont plus hygroscopiques que d'autres. Ils vont absorber l'humidité plus rapidement que d'autres médicaments. Et donc, la poudre, elle va commencer à former une sorte de pâte. Et donc, bien sûr, ça va avoir un impact sur la qualité de la répartition, de l'homogénéisation, etc. Donc, lorsque la molécule est très hygroscopique, il faudra veiller à travailler déjà. Par exemple, si la température elle est très élevée, si le taux d'humidité il est élevé, etc., essayez de refroidir votre laboratoire au maximum, essayez de fermer les fenêtres aussi et de travailler très rapidement pour éviter justement l'acquisition de l'humidité par la poudre. Pour ce qui est du manipulateur, donc le manipulateur il va être exposé en continu à des poudres qui contiennent des molécules médicamenteuses. Donc, il y a un risque potentiel pour ce manipulateur de toxicité chronique. Donc, le plus important, c'est la formation continue. Donc, par exemple, les manipulateurs, ils ont tendance avec le temps de ne pas vouloir mettre la bavette, de ne pas vouloir mettre un masque. Ce qui est adapté, c'est beaucoup plus les masques FFP2 pour ce qui est des poudres. Donc, ils ne veulent pas travailler avec les gants, etc. Tout ça, c'est la responsabilité du pharmacien pour bien inculquer les valeurs de travail, les bonnes pratiques de préparation aux manipulateurs. Donc, tout ça, c'est à travers la formation continue. Il faudra toujours être avec l'équipe qui réalise la préparation pour pouvoir assurer ça. Les équipements de protection individuelle, donc je vous ai dit ce qui est le mieux adapté, c'est les masques FFP2. Il faudra toujours travailler avec les gants, que ce soit pour la propreté à la préparation et aussi pour éviter la contamination dans le manipulateur. Une blouse, mais idéalement aussi une surblouse, donc jetable. Et aussi pour ce qui est des personnes qui ne portent pas le voile, idéalement il faudra mettre une charlotte. Déjà pour éviter que les médicaments, la poudre sortent sur les cheveux et aussi pour éviter que les cheveux ne passent dans la préparation. Donc, les équipements de protection individuelle sont primordiaux avant la réalisation de la protection, de la préparation plutôt. Pour ce qui est de l'environnement, le laboratoire il va générer beaucoup de déchets, surtout pour ce qui est des préparations non conformes. Donc, ce qui est recommandé, c'est de récolter quand même les déchets, de les mettre dans un récipient qui ferme bien et de garder les déchets pendant une certaine période et de les incinérer avec les médicaments périmés. En principe, tous les établissements hospitaliers, ils organisent des campagnes d'incinération de médicaments et avec le récipient qui comporte les déchets à les préparations médicamenteuses, il faudra suivre la même chaîne où les médicaments périmés pour éviter de les jeter dans la nature. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce cours. Donc je rappelle seulement que la réalisation des préparations magistrales, c'est une activité pharmaceutique qui est essentielle, qui permet de combler un vide thérapeutique et ça fournit une alternative aux patients, faute de spécialités industrielles disponibles sur le marché. Je vous conseille et je vous recommande vivement, chers collègues, de penser à mettre en place un laboratoire
Vous pouvez commencer avec de petites choses et au fur et à mesure, vous allez voir votre activité augmenter, surtout dans les endroits où il n'y a pas ni officine ni hôpital qui réalise ces préparations-là. Vous allez vraiment rendre un grand service aux patients. Je vous dis ça parce que ici au CHU de Bleued, on reçoit des gens qui viennent de partout de l'Algérie et ça nous fait un peu mal au cœur de voir des patients se déplacer des centaines de kilomètres pour réaliser des préparations qui sont très facilement réalisables par un pharmacien. Donc, idéalement, cette activité doit être reconquête déjà par les médecins partout en Algérie pour pouvoir justement combler ce vide thérapeutique qui est présent un peu partout dans le monde. Donc l'activité préparatoire, ce n'est pas seulement dans des pays non développés, mais plutôt dans des pays, même dans les pays très développés. Donc voilà, je vous remercie. J'attends vos questions si vous avez des questions ou là. D'accord? Donc, cher organisateur, j'ai terminé le cours. Donc, je ne sais pas comment il faudra faire maintenant. On passe au chat. Donc, je ne sais pas comment il faudra faire pour contacter les organisateurs. Donc, pour les participants, est-ce que vous avez des questions ou là, des préoccupations? Oui? Oui, docteur, vous nous entendez? Docteur, vous nous entendez? Docteur, vous nous entendez? Oui? Donc, nous allons donner la main aux participants. Ils peuvent poser leurs questions via le chat ou bien directement. S'ils veulent intervenir, ils n'ont qu'à activer leur microphone pour intervenir. D'abord, lever la main et puis on va leur donner l'occasion pour participer, poser la question. Sinon, ils peuvent poser des questions via le chat, c'est-à-dire la conversation. Donc, voilà, nous attendons les questions des participants. Donc, essayez de poser vos questions via le chat, c'est-à-dire en haut, vous avez un moyen de poser une question. Sinon, vous pouvez lever la main et on va vous donner le microphone, ouvrez le microphone et vous posez votre question directement à l'animatrice. Donc, on attend toujours vos questions. Vous pouvez écrire la question dans le chat, pas directement. Si vous ne voulez pas intervenir directement, donc vous avez le chat pour poser la question.
Donc, pour les gens qui n'arrêtent pas à trouver peut-être le moyen de lever la main, vous avez en bas réagir. Donc, vous avez en bas réagir. Vous cliquez sur réagir et vous avez levé la main. Et là, donc on saura que vous voulez poser la question directement. On vous donne la main. Donc, pour les gens qui peut-être Zoom, c'est-à-dire ne maîtrisent pas beaucoup Zoom, vous avez deux moyens de participer. Donc, soit en bas, vous avez chat et vous avez réagir. Donc, chat, c'est pour poser la question. Vous allez écrire votre question et l'envoyer. Et à côté, vous avez réagir. Là, vous allez lever la main. Vous cliquez, donc vous avez levé la main. Et vous cliquez, on saura que vous voulez parler. Donc, on vous donne la main pour ouvrir votre microphone et poser votre question. Donc, voilà les deux moyens que vous pouvez utiliser pour intervenir. On attend toujours quelqu'un pour une question.
Bonjour, Oui, bonjour, c'est Dr Abdi Nisrine, oui. PSC Gérard, Wilaya de Toulouse. Donc, merci pour la présentation. J'aurais aimé qu'il y ait également un passage pratique pour mieux comprendre les étapes de préparation magistrale. Justement, c'est une thématique très importante. Merci, docteur. En fait, j'ai développé la partie comment réaliser la pratique parce qu'en fait, techniquement parlant, c'est très très simple comment on fait. Donc, on fait le calcul. Ensuite, on prend le nombre de comprimés nécessaires, on le broie. Ensuite, on mesure le volume, on rajoute l'excipient jusqu'au volume apparent visé. Et ensuite, on remet dans le mortier, on mélange et ensuite on répartit sur les gélules qui sont placées sur le gélulier. D'accord. Et pour l'excipient, c'est l'amidon du épicerie normale? Alors, ce qui est recommandé, c'est la cellulose microcristalline. Je vous ai dit par rapport à ses propriétés d'écoulement. Mais en fait, l'option de l'amidon de maïs, c'est par rapport à sa disponibilité dans le commerce. D'ailleurs, في le laboratoire, on a une caisse où les collègues نحطوا فيها دراهم et on achète à chaque fois de l'épicier parce qu'on n'arrive pas à avoir de l'amidon de maïs par la voie, par exemple, les fournisseurs des produits chimiques, etc. Idéalement, on le fait. Mais c'est une solution qui est très disponible en quelque sorte. Comme le maïs, c'est un excipient qui est inerte chimiquement, il est alimentaire, c'est adapté même aux nouveau-nés, donc on peut l'utiliser très facilement. Il y a aussi l'amidon de patate. Une fois, on a eu une décharge d'un hôpital, il nous a déchargé une quantité d'amidon de patate qu'il a acheté à travers un fournisseur. C'est aussi une option viable. D'accord? Mais je vous dis, c'est quelque chose peut-être que mais en réalité, c'est quelque chose de très facile à réaliser. Il suffit d'avoir le mortier, le pilon, les gélules vides, le gélulier, une éprouvette et vous pouvez commencer à le plus facilement possible. Pour le contrôle de l'uniformité de masse, je vous ai dit, il vous suffit d'avoir une balance. D'accord? Est-ce que vous avez des questions spécifiques concernant les étapes de préparation? Non, merci. Et pour les préparations liquides, j'aimerais savoir si vous pouvez... Oui, vous m'entendez? Oui. J'aimerais savoir si vous pouvez nous organiser une autre visioconférence pour les préparations liquides, les sirops, par exemple. En fait, pour les préparations liquides, le préparatoire, on n'a pas encore commencé à le faire. Qui le font, c'est l'hôpital de Mustapha. Ils ont l'habitude de réaliser des sirops, mais pour des indications qui est très très limitées, hein, pour des maladies rares. Le problème avec les sirops, d'ailleurs même avec les patients que nous recevons ils ne préfèrent pas la préparation de sirop parce que on a un problème de stabilité. Quand on prépare un sirop, on va leur dire voilà, il est à conserver pendant une semaine au frigo. Alors que il y a beaucoup de gens qui préfèrent déjà prendre pour de longue durée. Surtout pour des gens qui viennent de très loin. Donc ça, c'est un problème. Là, on réalise des préparations liquides pour d'autres indications. Par exemple, la solution de glycérol à 50% pour les indications neurologiques, pour les patients qui ont une hydrocéphalie, etc., surtout en cas de manque de mannitol, ils peuvent utiliser des solutions de glycérol. On mélange le glycérol avec du sérum salé. Avec la préparation, il y a une collègue qui a réalisé un travail de mémoire avec ses internes pour voir la stabilité justement de cette solution. On a trouvé que c'est une solution qui est stable pendant maximum 15 jours. Donc, imaginez pour les patients, chaque 15 jours, il faudra qu'ils nous avec la préparation. Et quand je vous dis une stabilité, c'est-à-dire que la contamination microbienne, elle est très préjudiciable à la qualité de la préparation. C'est-à-dire que ça peut donner des effets secondaires qui sont très néfaste pour le patient. Donc, on ne peut pas se permettre de leur donner une préparation et de leur dire, voilà, vous pouvez la consommer même au-delà. Donc, c'est des contraintes en quelque sorte. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et si vous pouvez nous communiquer avec nous le support, donc un guide de paillasse, donc précis, avec toutes les démarches qu'on puisse faire ces préparations magistrales.
En fait, les guides, comme j'ai dit auparavant, il faudra que lorsque, par exemple, un pharmacien dans un laboratoire il décide de mettre en place l'activité, il faudra qu'il réalise par lui-même le guide. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose de standard. Tout dépend des contraintes locales. Tout dépend du matériel dont vous disposez. Vous voyez? Et pour avoir un début, déjà, vous pouvez vous appuyer sur tout ce qui est les guides des bonnes pratiques de préparation, déjà pour avoir les principes. Mais je sais qu'il n'y a pas vraiment les détails techniques. Mais vous retrouvez des documents en ligne où vous trouvez des détails techniques. Genre, c'est pas quelque chose de très difficile. Donc, on se base sur la pharmacopée. La pharmacopée, en fait, vous allez retrouver beaucoup plus les méthodes de qualité. D'accord. Il y a bon, je ne parle pas de l'adaptation de posologie, hein, je ne parle pas de la réduction de dose en forme unitaire, mais pour tout ce qui est préparation hospitalière, etc., vous allez retrouver le guide de l'ANSM français. Vous allez retrouver certaines formules pour certaines préparations. Il y a aussi le formulaire thérapeutique belge. Vous allez retrouver plein de formules. D'accord. Et c'est des documents que vous pouvez retrouver en ligne. Hein. C'est pas alors. Maintenant, pour ce que je vous ai exposé aujourd'hui, la réduction de dose par reconditionnement des spécialités pharmaceutiques commerciales. Euh, Personnellement, bon, moi, je suis spécialiste en chimie thérapeutique, mais j'étais en contact avec des collègues galéniciens. C'est eux qui m'ont appris comment faire la chose. C'est pas quelque chose de compliqué. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si que vous allez préparer des gélules à partir de matières premières. La matière première, vous allez avoir des calculs par rapport à la pureté. Par contre, lorsque vous faites du commerce actif, du médicament commercial. Mais sur le plan technique, c'est exactement la même chose comment vous préparez une gélule. Vous allez mélanger des poudres, vous allez faire le calcul, le volume apparent, vous rajoutez l'excipient, c'est vous mélangez, vous répartissez sur les gélules. D'accord? C'est-à-dire vous pouvez vous référer à vos cours de galénique. D'accord, merci beaucoup. C'était très enrichissant. Merci. Je vous en prie avec plaisir.